Comme je l'ai annoncé dans la précédente émission consacrée à la Cité le Jardin, le logis Floréal, la seconde partie est consacrée à la période de l'après-guerre. Et curieusement, dans l'après-guerre, on n'a plus construit dans ces cités que des immeubles à appartements. Je dirais que le premier date d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais tous les autres seront construits dans le même esprit. Alors le premier à Floréal, un premier projet plus modeste a été transformé en une véritable tour. Je vous rappelle qu'une tour, à l'époque, dans les années 30, un immeuble de 9 étages est considéré vraiment comme une tour. Et l'objectif, en fait, de Floréal était purement spéculatif. Et donc, on a décidé d'installer un immeuble de logement de luxe, qu'on louerait plus cher, avec des commerces au rez-de-chaussée, dans le but à la fois de renflouer les caisses de la société et de permettre d'offrir un service sans augmenter les loyers des locataires de la cité. Donc c'est vraiment une opération spéculative, c'est l'idée du fonds de réserve de la caisse d'assurance. Alors, inutile de vous dire que cette tour est accueillie au moment de sa construction comme quelque chose d'absolument monstrueux. On parle de catastrophe féerique, d'impression d'infini. On n'a jamais vu une tour à Bruxelles, il faut dire. Et on le voit que cette tour, pourtant, n'est pas moderniste. C'est une tour matinée d'influence hollandaise, comme on le voit, avec les briques, avec les fenêtres affleurantes, avec cette impression de gradin entre les différentes parties de l'immeuble. Et alors, de l'autre côté, au logis, on fait la même chose sur un sommet. Mais là, on va créer, et c'est uniquement l'époque qui le veut, on va créer, entre 1929 et 1933, un bâtiment d'un modernisme beaucoup plus agressif, 2 barres d'immeubles, certes en gradin sur le sommet, des appartements traversés de part en part, c'est-à-dire qu'en fait les chambres sont à l'arrière, les salons à l'avant, et les 2 ailes, parce que c'est vraiment déjà des immeubles barres des années 50, les 2 ailes sont réunies par un centre culturel qui est à la fois salle de spectacle, bibliothèque. Il y a le cabinet de la goutte de lait, l'ancêtre de l'ONE, tout ça étant financé par le loyer des étages. Vous voyez donc de nouveau une opération à caractère spéculatif. Bon, ben ça, ce sont les 2 immeubles phares. À côté de ça, dans les années 50, on va construire d'un côté comme de l'autre des immeubles à appartements. Le premier d'entre eux est le groupe en V Jean Van Deuren, qui est malheureusement dans un triste état aujourd'hui et qui se trouve dans l'avenue du Pré des Agneaux. Un immeuble qui a besoin d'une rénovation, mais et qui est mal mis à l'endroit où il n'a pas de zone de recul, ce qui n'est pas le cas de l'immeuble du Square des Archiducs, le fameux immeuble Hector Denis, vous savez, ce parlementaire socialiste qui a beaucoup œuvré pour la naissance du logement social. C'est un ensemble qui a été réalisé dans les années 1930, et qui a été rénové tout récemment, après être resté pendant plus de 20 ans à l'état de chancre, et on redécouvre la facture extraordinaire de cet immeuble, la plasticité, avec son écriteau au sommet, Société coopérative Floréal, c'est donc l'ensemble Denis. Robert Goffaux, de son côté, et ici on se trouve au logis, Robert Goffaux qui est un architecte prolifique des années 50-60, construit des petits pavillons pour personnes âgées, ce qu'on va appeler le béguinage, par référence à la disposition des immeubles autour d'un jardin central. Le béguinage date de 1963, c'est du préfab, vraiment du préfab en carton-pâte, c'est des murs rideaux. Il était rénové récemment et isolé, parce que de ce point de vue-là, évidemment, ça laissait à désirer. Ce sont des immeubles qui sont relativement quelconques, il faut bien le reconnaître. Et ce même Robert Goffaux construit la seule barre de le logis, donc cette barre d'immeuble de 8 étages. Après Robert Goffaux, c'est John Egerix, le fils de l'autre, le fils indigne, pourrait-on dire, enfin le fils qui se situe à une autre époque de l'architecture, qui construit pas moins de 12 modules, des immeubles carrés à toiture plate, de 3 niveaux chacun, des immeubles qui sont entourés de dalles de béton de silex lavé formant des terrasses. C'est un immeuble très lourd, heureusement qu'il y a à chaque entrée
une peinture ou des céramiques qui permettent de les distinguer, et qui sont assez jolies d'ailleurs, et qu'il y a de la végétation autour. Il n'y a pas que les immeubles qui sont une particularité de le logis floréal, il y a également les écoles. Et au niveau des écoles, on peut dire que l'intégration a été parfaite. Si on pense par exemple ici à l'école des aigrettes, ou à l'école du colibri, ou encore à la petite école des naïades qui est très très discrète, ou encore dans les années 50, construite par la commune, la fameuse école du Kahrenberg, on s'aperçoit en fait que l'ensemble de ces bâtiments scolaires ont été conçus de manière à s'intégrer, mais totalement à la cité-jardin, à telle enseigne qu'on a parfois du mal à se demander si il s'agit d'un immeuble à appartement ou s'il s'agit d'une école. L'intégration est parfaitement réussie, et on peut dire que c'est le seul exemple, l'unique exemple d'intégration scolaire qui répondait à un réel besoin, parce qu'évidemment, la cité étant vaste, la structure des écoles communales de Watermal-Baffort ne permettait pas d'accueillir tous ces enfants dans des bonnes conditions, et donc ça leur répondait à un besoin. Voilà un petit tour, j'en suis bien conscient, qui est extrêmement bref, extrêmement sommaire des deux cités, que je vous recommande d'aller visiter. Et